Bienvenue sur la nationale 2 et 3. Ravi de vous retrouver pour la dernière séance d'apprentissage qui vise à finaliser votre programme officiel. En effet, la présente vidéo sera présentée par Amira Moksheh, professeure de SVT au lycée Mazahneuve Tunis 2, et ce sous l'assistance pédagogique de Madame Sont Jbara, inspectrice générale des écoles préparatoires et des lycées. Je tiens à vous informer que les connaissances auxquelles nous serons initiés s'inscrivent dans le cadre du thème de l'immunité. Rappelons dans un premier temps les fondamentaux de cette fonction biologique vitale. En effet, elle vise à contrer l'intrusion d'agents infectieux. Et en fait, la réalisation de cette fonction mobilise un système ou bien un support anatomique spécialisé. Il s'agit du système immunitaire dont les organes ont fait l'objet d'une étude précédente. En effet, on cite ici les amygdales, les ganglions lymphatiques cervicaux, le thymus, la rate, la moelle osseuse rouge, ainsi que les ganglions lymphatiques de l'aine. Tant que le système immunitaire bénéficie d'une homéostasie, il est capable de contrer l'intrusion des agents infectieux. Cependant, si cette dernière se trouve affectée ou bien rompue, nous assistons à la survenue de ce qu'on appelle des dysfonctionnements du système immunitaire. Dans ce qui suit, on va s'intéresser dans un premier temps aux situations où l'on a une réponse excessive du système immunitaire et ça va se manifester par des allergies. Ou bien une situation où l'on a un dysfonctionnement du système mais qui va se faire selon un déficit. Les deux situations en fait correspondent plutôt à l'appellation du présent cours. On va s'intéresser aux allergies et au sida, dont les initiales signifient le syndrome d'immunodéficience acquise et qui fera l'objet d'une étude approfondie, et ce, dans ce qui suit. Intéressons-nous dans un premier temps à une réponse excessive du système immunitaire. Et on parle ici de la situation où l'on a des allergies. Et c'est ce qui nous incite à se poser les questions suivantes. La première en rapport avec l'initiation des apprenants à la notion d'allergie ainsi qu'à la notion d'allergène. On va essayer dans ce qui suit d'identifier les caractères de la réaction allergique. Et la partie la plus importante pour ce qui est du premier volet consiste à identifier le mécanisme qui sous-tend la réaction allergique. Au dysfonctionnement immunitaire excessif s'ajoutent des dysfonctionnements immunitaires déficitaires et comme ça a été évoqué tout à l'heure, on va parler du sida. Mais comme toute pathologie, on parle ici d'une pathologie infectieuse dont l'identité de l'agent infectieux sera révélée ultérieurement. Une fois l'agent infectieux identifié, on s'intéressera aux modalités de contamination, aux moyens de prévention, étant donné l'absence de traitement efficace de cette maladie. Et pour finir, on va s'intéresser au mode d'action de l'agent responsable de la maladie. Commençons par l'exemple où l'on a un dysfonctionnement excessif du système immunitaire. Définissons dans un premier temps la notion d'allergie. En effet, cette dernière est une réaction exagérée du système immunitaire attestant d'une rupture de son homéostasie. Une rupture qui a été déclenchée par des allergènes qui sont souvent inoffensifs. Je cite ici le grain de pollen, les acariens, les cacahuètes. Et c'est l'intrusion de ces allergènes en fait, qui va être à l'origine des manifestations associées à l'allergie, parmi lesquelles je cite un éternuement, un écoulement nasal, des démangeaisons et une congestion. Après avoir défini l'allergie, on va s'intéresser à l'identification des caractères. En effet, ces derniers ont été mis en évidence lors de la découverte de l'allergie et d'une maladie ou bien d'une situation aggravée de l'allergie. On parle de l'anaphylaxie dont l'identité ou bien dont l'explication sera faite dans ce qui suit.
Donc, pour ce qui est des caractères, comment ils ont été mis en évidence? En effet, les pionniers à l'origine de la mise en évidence de l'anaphylaxie ont opéré à partir d'un chien qui a fait l'objet d'une injection contenant un extrait glycériné associé à des tentacules d'une anémone de mer. Aucun trouble notable. Et on pourrait penser à ce niveau que le chien est protégé. Les pionniers avaient repris l'expérience en injectant de nouveau le même mélange. Fait intéressant, on assiste à une mort de l'animal. Une mort de l'animal qui vient à l'encontre de nos connaissances antérieures par rapport à la réponse immunitaire classique, connue ou bien capable d'assurer une protection de l'organisme contre les antigènes. En effet, la mort de l'animal a été précédée par ce qu'on appelle une anaphylaxie, des manifestations menant à la mort. Décortiquons ce terme, ana signifie contraire et phylaxie signifie protection. Passons en revue les caractères de la réaction allergique. En effet, tout commence par un premier contact avec l'allergène. Ce dernier rend l'organisme allergique. On parle ici d'une phase de sensibilisation. Et lors d'un deuxième contact avec le même allergène, nous assistons à un choc anaphylactique qui dans certaines conditions, dans certaines circonstances, s'avère létal. Donc, et c'est ce qui nous incite à étudier de plus près le mécanisme derrière ce choc et derrière la réaction allergique. Et c'est ce qui nous amène vers le troisième volet du cours, mécanisme de la réaction allergique. Pour étudier le mécanisme en question, prenons le manuel scolaire à la page 330 en se focalisant sur le document 1. En effet, la population lymphocytaire qui va être sollicitée est les lymphocytes B, des lymphocytes B immunocompétents, et la preuve, il y a le BCR. Donc, ces lymphocytes sont capables de détecter la présence d'un allergène inoffensif. Il s'ensuit une différenciation qui est une connaissance antérieure, une différenciation en plasmocytes capables de produire d'innombrables anticorps. Ces derniers, en fait, feront l'objet d'une libération dans la circulation sanguine. Fait intéressant, les anticorps sont dits, dans ce cas, des immunoglobulines de classe E. Ces derniers, par le biais de leur région FC, capables de se fixer sur la cellule effectrice, se positionne au niveau d'une population lymphocytaire dite mastocyte. Sur ce, le mastocyte est dit un mastocyte sensibilisé et la phase est la sensibilisation. Donc, lors d'un premier contact, la phase phare n'est autre qu'une sensibilisation des mastocytes. Mais qu'en est-il des mastocytes se trouvant sensibilisés? En effet, lors d'un deuxième contact avec le même allergène, il s'ensuit toute une cascade qui sera décortiquée au fur et à mesure que l'on avance, à l'origine de la réaction allergique, à l'origine des manifestations associées à la réaction allergique. En effet, le mastocyte est doté d'un granule contenant une molécule de signalisation du système immunitaire. On parle ici d'un médiateur qui n'est autre que l'histamine. Référez-vous à la signification défigurée pour pouvoir cerner cette cascade. Une fois le mastocyte rencontre de nouveau l'allergène, nous assistons à des figures mimant l'exocytose. Donc on parle ici non pas d'exocytose, mais plutôt d'une dégranulation libérant le médiateur dans la circulation sanguine. Et ce médiateur, n'oubliez pas que le terme scientifique correspondant à cette appellation est l'histamine. Donc l'histamine, une fois libérée, elle va agir sur des organes cibles, munis de récepteurs spécifiques, et à l'issue de la fixation de l'histamine, il s'ensuit les manifestations caractéristiques de la réaction allergique. Donc, une fois l'histamine se fixe sur la peau, on va assister à des démangeaisons.
si l'histamine se fixe sur le système ou bien l'appareil respiratoire, nous allons assister à des difficultés respiratoires. Passons maintenant à la deuxième situation où l'on a un dysfonctionnement immunitaire par déficit. On parle ici de la maladie qui est le sida. De quoi parle-t-on au juste lorsqu'on évoque ces initiales? En effet, le S signifie syndrome, le I d'immuno, le D déficience et le A acquise. Le sida, ce n'est autre que le syndrome d'immunodéficience acquise. Je tiens à vous informer que les initiales sida, en fait, constituent un état ou bien symbolisent un état avancé de la maladie. Mais tout commence par une infection d'origine virale, incriminant un virus dit VIH, dont les initiales correspondent au virus d'immunodéficience humaine. Qu'en est-il de l'organisation du virus à l'origine du sida? Il faut commencer par initier les apprenants à la notion de virus. Qu'est-ce qu'un virus? En effet, c'est une particule qui dépend étroitement d'une cellule hôte, une particule dotée d'un patrimoine génétique, mais qui ne peut survivre qu'au sein d'une cellule hôte, qui est dotée de récepteurs spécifiques à des motifs ou bien à des déterminants antigéniques au niveau du virus. Et c'est à ce moment-là que la cellule cible hébergera le virus au sein de laquelle il va détourner la machinerie de la cellule à son profit, et c'est ce qui va permettre ou bien faciliter sa réplication et son pouvoir pathogène. Donc, qu'en est-il du mécanisme d'action du virus, du VIH? Passons maintenant à l'étude de l'organisation du VIH. Pour ce faire, consultons le document 2 de la page 331. Vous avez depuis l'extérieur vers l'intérieur des protéines de l'enveloppe, une capside externe ainsi qu'une capside interne, mais le plus important dans tout ça, en fait, c'est la présence d'un matériel génétique qui consiste en la présence de 2 molécules d'ARN. À ces molécules informatives, on constate la présence de transcriptase reverse. Une fois le document légendé, l'auteur nous demande de déduire le rôle de la transcriptase inverse, une notion qui a été évoquée en génie génétique. En effet, cette enzyme est capable de produire à partir d'un brin d'ARN messager matrice un brin d'ADN qui lui est complémentaire. Sur ce, l'ADN élaboré est dit un ADN C. Et en fait, c'est la présence des transcriptases reverses va faciliter le mécanisme physiopathologique du virus. Comment se fait la contamination par le VIH et comment le prévenir? Il existe une multitude de voies de contamination. La première en rapport avec des relations sexuelles non protégées avec un sujet infecté par le VIH. La deuxième modalité, une utilisation de seringues souillées par le sang d'un porteur du VIH. Une transfusion avec du sang contaminé par le VIH. Ainsi qu'une contamination par la voie fœto-maternelle d'une mère porteuse à son fœtus. Passons maintenant au volet en rapport avec les modalités de contamination ainsi que les moyens de prévention contre le VIH. En effet, tant que la maladie n'a pas fait l'objet d'une éradication, la lutte va se faire par une généralisation et une sensibilisation incitant la population générale à utiliser des moyens de prévention, parmi lesquels, je cite, le préservatif, les seringues stérilisées, éviter tout échange de moyens ou bien d'outils d'hygiène et procéder à un contrôle automatique de sang collecté
des campagnes de dons de sang. Comment reconnaître une personne porteuse du VIH? Pour répondre à cette question, consultons le manuel scolaire à la page 332 tout en s'intéressant à l'activité 5 visant à dégager les indicateurs de reconnaissance des personnes porteuses du virus. En effet, nous sommes en présence d'un document en rapport avec des résultats de dosage réalisés chez des personnes atteintes par le VIH. Et on va s'intéresser dans un premier temps à la légende. Les traits continus visent à illustrer l'évolution de la charge virale. En pointillé, une courbe en rapport avec la concentration des lymphocytes T. Et pour ce qui est des traits discontinus, on va s'intéresser au paramètre qu'est le taux plasmatique d'anticorps anti-VIH. Décortiquons ensemble la courbe. En effet, nous avons ici les paramètres mesurés en unités arbitraires et ce en fonction du temps, le temps estimé en années. En effet, la courbe fera l'objet d'une subdivision selon 3 domaines. Commençons par le premier. En effet, suite à l'intrusion de l'agent infectieux au sein de l'organisme, il va y avoir une mobilisation du système immunitaire et parallèlement à ça, il va y avoir dans un premier temps une augmentation de la charge virale. En réponse à cette dernière, nous allons assister à une augmentation considérable du taux plasmatique des anticorps anti-VIH. On parle ici d'une rime H. Parallèlement, nous avons ici une légère baisse des lymphocytes T. Mais nous ignorons jusqu'à maintenant laquelle des sous-populations T est impliquée dans le mécanisme d'infection par le VIH. Une fois la première phase achevée, on passe à une phase où l'on a, suite à une chute de la charge virale, un taux plutôt invariable durant quelques années, puis une hausse. Mais parallèlement, on va s'intéresser au paramètre qu'est le taux plasmatique des anticorps. Les anticorps sont toujours là. Et à ce stade, on dit que tant que l'organisme renferme des anticorps anti-VIH, on dit que la personne est séropositive. Fait intéressant, et c'est ce qui caractérise la deuxième phase, c'est que nous avons une baisse considérable de la concentration des lymphocytes T. Et dans ce qui suit plutôt, on va s'intéresser à la signification de ce point. Mais avançons dans le mécanisme. Mis à part la diminution des lymphocytes T qui se poursuit durant la troisième phase, nous assistons à une augmentation de la charge virale. Et, fait intéressant, vous remarquez qu'à un stade avancé de la maladie où l'on a le sida déclaré, le pool des lymphocytes T s'annule. Donc, expliquons le point où on a une chute considérable de la population des lymphocytes T. Ce point fait émerger une question en rapport avec laquelle des populations est impliquée. Et on va essayer d'identifier les cellules qui vont être ciblées par le VIH. Pour ce faire, consultons le manuel scolaire à la page 303 tout en s'intéressant au document 4 dont l'intitulé est le suivant « Évolution du nombre des lymphocytes T en présence du VIH ». Vous avez ici un code de couleur, la courbe bleue en rapport avec l'évolution de la numération des lymphocytes T8 et la courbe verte en rapport avec l'évolution de la numération des lymphocytes LT4. Vous remarquez une diminution des lymphocytes T8, mais ce qui est important dans tout ça, c'est l'annulation du taux des lymphocytes T4, prouvant ainsi que la cible du VIH, ce n'est autre que les lymphocytes LT4. Une fois la cible du virus est identifiée, comment opère le VIH afin de faire diminuer d'une manière drastique ce pool de cellules?
Pour y parvenir, consultons le manuel scolaire à la page 333 en se focalisant sur le document 5 intitulé « Mode d'action du VIH ». En effet, étant donné la cible du VIH qui est le LT4, notons que les LT4 sont dotés du CD4. Et en fait, ce récepteur est la cible du VIH. Tout commence par la fixation du VIH à la surface du lymphocyte LT4 et ce, à l'issue d'une reconnaissance, mobilisant des déterminants antigéniques particuliers. Une fois fixé, on va assister à une injection du matériel génétique qui est l'ARN. Et cet ARN sera converti en un ADN et ça va se faire par le biais de la transcriptase reverse dont le rôle a été expliqué tout à l'heure. L'ADN synthétisé va être polymérisé pour générer le brin complémentaire. Nous sommes ici en présence d'une hélice d'ADN qui va être acheminée en direction du noyau. Nous assistons ici à une intégration de l'ADN double brin au patrimoine génétique du lymphocyte LT4. À l'issue de cette intégration, deux devenirs possibles. Soit le patrimoine génétique reste confiné au niveau du patrimoine génétique du lymphocyte T et le sujet demeure asymptomatique durant des décennies, soit le patrimoine génétique s'active, s'exprime selon le mécanisme d'expression protéique, regroupant transcription et traduction qui va se faire au niveau du cytoplasme. Il s'ensuit la production de protéines virales. Ces dernières sont en mesure de s'agencer, générant des virions, de nouvelles particules virales. Et en fait, c'est le bourgeonnement de ces virions qui va être à l'origine de la mort du lymphocyte T, expliquant par conséquent que l'envahissement du virus va être à l'origine d'une chute considérable du pool des lymphocytes LT4. Intéressons-nous au virus qu'est le Covid-19 à l'origine de la pandémie actuelle. En effet, ce virus a pour cellule cible les alvéoles pulmonaires, tout en adoptant le même mécanisme physiopathologique que celui du VIH. En effet, on part ici d'une observation microscopique des alvéoles pulmonaires et les points en fait bleus correspondent au virus. Un virus faisant partie de la famille des corona, étant donné la présence d'une couronne similaire à celle du Soleil. Il faut noter que le patrimoine génétique de ce virus est à ARN. Étant donné la cible pulmonaire, c'est ce qui explique les complications associées ou bien les difficultés respiratoires associées à la contraction de ce virus. En effet, l'intrusion du Covid-19 au sein du système respiratoire va être accompagnée par une reconnaissance de cellules cibles. Donc forcément, cette reconnaissance mobilise des récepteurs spécifiques, aussi bien au niveau du virus qu'au niveau des cellules alvéolaires. C'était juste à titre indicatif, mais selon votre programme, vous devez vous arrêter au niveau du mécanisme physiopathologique du VIH. Merci pour votre attention et bon courage pour vos examens.